Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, si tu veux découvrir mes autres vidéos et podcasts, n'oublie pas de t'abonner. Comment je suis tombée enceinte 3 fois naturellement malgré mon SOPK? Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un podcast qui est enfin consacré à un sujet que vous me demandez d'aborder depuis des mois, si ce n'est des années, à savoir comment j'ai fait pour tomber enceinte malgré le fait que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Alors on va le raccourcir en lui donnant le petit nom de SOPK dans ce podcast, comme j'ai l'habitude de le faire sur mon blog et sur ma chaîne depuis des années maintenant, puisque vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que je suis atteinte de ce syndrome depuis bien longtemps maintenant, même si dans l'absolu ça ne fait pas très longtemps que je le sais, puisque j'ai été diagnostiquée au printemps 2016, donc c'est quand même assez récent, ça fait à peine 3 ans et demi que je sais que j'ai ce problème-là, alors que ça fait manifestement à peu près 20 ans que je l'ai pour de vrai. Alors juste avant de commencer, je voudrais vous dire qu'il y a eu énormément de changements de ce côté-là en ce qui me concerne personnellement ces derniers mois. Entre cet été et maintenant, oui voilà, il y a eu beaucoup de changements et je vous en reparlerai à la fin de ce podcast parce que c'est tellement extraordinaire qu'il faut absolument que je vous en parle et ce sera l'objet d'un autre podcast où vous comprendrez beaucoup mieux du coup dans la prochaine vidéo de quoi je vous parle, mais aujourd'hui je vais me concentrer vraiment sur comment j'ai fait pour tomber enceinte puisque c'est vraiment une question qui est revenue extrêmement souvent étant donné que les femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques se voient entendre dire à de très nombreuses reprises qu'elles ne pourront pas concevoir d'enfants naturellement alors que je suis la preuve vivante, il n'y a pas de spoil là-dedans, que c'est possible puisque j'ai eu 3 enfants naturellement malgré le syndrome des ovaires polykystiques. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait. Alors je vais faire un rapide retour en arrière juste pour replanter un petit peu le décor. Il faut savoir que j'ai toujours eu des cycles très irréguliers depuis le moment où j'ai été réglée, donc j'étais quand même assez jeune, j'ai eu mes règles assez tôt, je sais plus exactement quand c'était mais je crois que je devais être en 5e, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, mes règles, ça n'a jamais été régulier. Entre ce moment où j'ai eu mes règles pour la première fois et ma vie de femme, on va dire ma vie d'adulte, mes cycles c'était en moyenne entre 1 mois et 4 mois d'intervalle. Donc je me souviens que j'ai des cycles qui allaient très souvent au-delà de 50 jours. Moi j'ai jamais eu des cycles qui faisaient dans les 28 jours. Jamais, ça a toujours été des cycles très longs et très irréguliers. Et puis mon problème principal, vous le savez bien si vous me suivez depuis longtemps une fois de plus, ça a toujours été l'acné puisque depuis la puberté et jusqu'à ma vie d'adulte, je me suis traînée toujours de l'acné, sauf pendant mes grossesses et le début de mes allaitements puisque c'était des périodes de ma vie où mes hormones étaient beaucoup plus régulées et où du coup j'avais la peau complètement nickel. Et donc je vous parle de l'acné puisque c'est à cause de cette acné que j'ai consulté à plusieurs reprises des médecins et j'ai travaillé, comme vous le savez peut-être, avec la marque La Roche-Posay il y a quelques années de ça et pendant plusieurs années de suite d'ailleurs. Et au printemps 2016, pendant l'une des Skin Masterclass qu'ils avaient organisées, j'ai discuté de mon acné avec un dermatologue qui était présent là-bas et qui, en analysant rapidement mes symptômes et ma peau, m'a dit écoutez, en rentrant, vous devriez aller voir votre gynéco pour essayer de diagnostiquer un syndrome des ovaires polykystiques parce que je pense que c'est ça qui pose problème dans votre cas. Donc là je vous fais vraiment la version courte mais en gros je suis rentrée, j'ai vu un dermato, j'ai vu mon gynéco, on m'a fait une échographie et on m'a dit ah oui effectivement il n'y a pas de doute possible, vous avez des follicules partout sur les ovaires et vous avez bien le syndrome des ovaires polykystiques. Donc si vous vous penchez bien sur ces dates et que vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'avais déjà 2 enfants au moment où j'étais diagnostiquée SOPK. Et c'est là que ça devient un petit peu exceptionnel puisque justement au moment où on m'a annoncé le SOPK, le gynéco qui m'avait suivi pendant ma 2e grossesse est resté complètement incrédule parce qu'il me disait que lui n'y croyait pas du tout juste avant de me faire l'échographie, en me disant que j'étais trop mince, que je n'avais pas de pilosité excessive et surtout que j'avais déjà eu 2 enfants naturellement, donc pour lui il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Sauf que les médecins n'ont pas la science infuse et que 5 minutes plus tard, il s'en est mordu la langue de m'avoir sorti une bêtise pareille. J'ai donc eu 2 enfants naturellement avant de savoir que j'avais ce problème et j'ai encore eu un autre bébé après ça alors que j'avais déjà été diagnostiquée. Donc déjà première information, si vous arrivez ici et que vous avez le SOPK et que vous avez peur de ne jamais réussir à concevoir un bébé, tomber enceinte naturellement quand on a le SOPK, c'est possible. Le syndrome des ovaires polykystiques n'est pas du tout égal à une infertilité chronique et définitive. N'écoutez pas ceux qui vous assureront le contraire parce que rien que de vous casser cet espoir, ça va vous faire perdre beaucoup confiance en vous et je suis convaincue qu'il y a une grosse part de psychologie là-dedans aussi. Alors avant de vous expliquer plus précisément comment j'ai fait pour tomber enceinte, parce que ça n'a pas non plus été aussi simple que pour n'importe qui j'ai envie de dire, je voudrais répondre à une question qui m'est posée extrêmement souvent depuis extrêmement longtemps, depuis des années, et à laquelle volontairement je n'ai jamais souhaité répondre précisément parce que j'aime pas en fait le côté
comparatif, c'est-à-dire que je sais très bien qu'au moment où je vais vous dire ces chiffres, vous allez tout de suite comparer avec le moment où vous en êtes vous, et pendant un long moment, j'ai pensé que c'était pas quelque chose de bon à faire sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Sauf qu'avec le recul de 3 grossesses maintenant, vous allez voir que ces chiffres étant tellement différents, que je pense que justement, c'est judicieux maintenant que je les partage avec vous afin que vous puissiez vous rendre compte que justement, il n'y a pas de normes. Et je parle ici, je vais y arriver, je parle ici du temps qu'il m'a fallu pour concevoir mes 3 bébés. Alors combien de temps ça m'a pris en termes de cycle de tomber enceinte? Eh bien sachez que pour mon premier bébé, je suis tombée enceinte au bout de mon 10e cycle. Pour mon deuxième bébé, je suis tombée enceinte au bout de mon 7e cycle. Et pour mon troisième bébé, je suis tombée enceinte seulement au bout de mon 2e cycle. À noter, si vous ne le savez pas déjà, que la plupart des médecins sont d'accord pour dire qu'avant 12 mois d'essai infructueux, c'est-à-dire 12 mois sans début de grossesse, donc même si vous avez une fausse couche, ça veut dire que vous avez quand même réussi à concevoir même si ça n'a pas tenu. Avant 12 mois d'essai infructueux, vous n'êtes pas considéré comme étant infertile. C'est juste la norme. Sachez qu'en moyenne, ça prend quand même du temps de tomber enceinte parce qu'on n'est pas toutes logées à la même enseigne, que certaines femmes vont être fertiles plus ou moins longtemps pendant une certaine période du mois. Il y a aussi le paramètre de connaître son corps et de comprendre un peu ses cycles qui fait que ça va favoriser ou défavoriser la facilité à tomber enceinte. Mais pour moi donc qui avait le syndrome des ovaires polykystiques, tomber enceinte au bout du 10e cycle pour le premier, du 7e pour le deuxième et du 2e pour le troisième, c'est finalement hyper rapide et du coup pas du tout un signe que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques puisque théoriquement selon les médecins justement ça ralentit tellement qu'on parle vraiment d'infertilité. Alors justement, il y a une information qui est primordiale que je voulais absolument partager dans ce podcast, c'est le fait que tous les SOPK ne sont pas identiques. Il y en a clairement qui sont plus virulents que d'autres. C'est pour ça que dans mon cas, c'était assez imperceptible parce que je n'avais que l'acné et les cycles irréguliers comme étant des manifestations assez évidentes de ce syndrome. Mais il y a beaucoup d'autres symptômes qui entrent en ligne de compte et qui vont toucher plus ou moins fort d'autres femmes. Puisque parmi ces symptômes que je vais rappeler une fois de plus, il y a aussi l'hirsutisme, donc c'est une hyperpilosité sur tout le corps, y compris la barbe, et il y a aussi la grosse prise de poids, c'est-à-dire que beaucoup de femmes qui souffrent du SOPK souffrent aussi d'obésité, sachant, et là ça devient encore plus fourbe, que l'obésité n'est pas forcément un symptôme du SOPK, mais qu'elle peut aggraver les symptômes du SOPK, justement. Donc c'est vraiment un sacré bazar ce syndrome quand même. Donc déjà, première chose, juste pour reposer les bases, je pense que vous aurez compris que même si j'avais beaucoup d'acné et des cycles irréguliers, je pense que mon SOPK a quand même toujours été assez modéré, c'est-à-dire que j'avais plutôt de la chance en sachant que je n'avais pas tous les symptômes de ce syndrome. Alors j'en arrive maintenant à ce que vous attendez probablement puisque c'est vraiment l'objet de cette vidéo. Comment j'ai fait pour concevoir mes bébés alors que même si je ne le savais pas pour mes 2 premiers en tout cas, j'avais quand même ce syndrome des ovaires polykystiques? Eh bien tout simplement, j'arrivais à repérer mon ovulation et c'est vraiment là la clé de ma réussite on va dire. Pour le premier, je ne connaissais pas du tout le système des tests d'ovulation, donc au bout de quelques mois d'essai où je voyais que ça apprenait pas tout simplement, je me suis décidée à créer une courbe de température. Je vous laisserai aller fouiller un petit peu sur Google si vous voulez, mais en fait le fait de prendre sa température au lever tous les matins vous permet de voir quand il y a une différence et cette différence de température, ce pic de température que vous allez pouvoir repérer correspond en fait au moment où vous êtes en train d'ovuler. J'ai fait ça pendant quelques semaines et j'ai repéré à un moment T une ovulation justement, enfin ce que j'ai interprété comme tel et c'était bien le cas puisque ça m'a permis de tomber enceinte. Donc moi j'ai fait ça pendant quelques semaines après quelques mois à essayer d'avoir mon premier et dès que j'ai fait ça en fait ça a fonctionné. Donc j'avais réussi en fait à repérer le moment de mon cycle où j'ovulais puisque le problème avec le SOPK c'est que comme les cycles sont irréguliers, on peut pas du tout savoir d'un mois à l'autre quand est-ce que ça va tomber. Pour mon deuxième bébé, clairement, j'avais pas du tout le temps de faire ça et pas du tout la patience parce que c'est quand même assez chronophage et que c'est un petit peu relou à faire, faut dire la vérité. Mais quand on s'est décidé à faire un deuxième bébé, on était quand même assez pressé de réussir à concevoir puisqu'on avait envie que nos enfants soient pas trop écartés en termes d'âge. Du coup, au final, ils ont 2 ans et 4 mois d'écart. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai commencé à utiliser des tests d'ovulation une fois de plus pour repérer mon ovulation et pour savoir à quel moment de mon cycle j'étais fertile. Alors les tests d'ovulation c'est un peu comme la courbe de température sauf que ça vous donne un résultat en avance, c'est-à-dire que ça prédit votre ovulation dans les 12 à 24 heures après le test positif alors que le moment où vous avez votre température qui monte c'est que vous êtes déjà en train d'ovuler donc vous avez moins de temps on va dire pour faire des galipettes. Alors que les tests d'ovulation, ça va vraiment identifier le début de l'ovulation en détectant le pic de l'hormone LH qui est supérieur à un taux de base.
Donc pour le deuxième, j'ai utilisé ça et pour le deuxième, j'étais aussi allée voir mon gynéco qui, sachant que j'avais des cycles très longs et qui savait qu'on voulait faire un bébé, m'a prescrit un médicament qui s'appelle Dufaston. Alors Dufaston n'est pas du tout un favoriseur, on va dire, de fertilité. C'est pas du tout un médicament qui va déclencher l'ovulation ou qui va la favoriser. Par contre, c'est un médicament qui va raccourcir le cycle, c'est-à-dire que vous le prenez à un certain moment de votre cycle et que du coup, votre cycle, au lieu de durer 50 jours, eh ben, il va en durer justement 28. Ce qui fait qu'en gros, ça n'a pas d'incidence sur votre fertilité. Par contre, vu que ça réduit la durée de votre cycle, vous allez avoir plus d'opportunités pendant une année de test par exemple de concevoir, alors que si vous avez des cycles de 50 jours, évidemment vous avez moins de chances chaque année de réussir à faire un bébé puisque vous allez ovuler moins souvent étant donné que vos cycles sont vraiment à rallonge. Donc pour bébé 2, c'est comme ça que ça s'est passé. Après 5 mois d'essai où ça n'avait pas spécialement marché, j'ai pris Dufaston, ça a réduit mon cycle et le mois suivant j'ai fait des tests d'ovulation et je suis tombée enceinte direct. Alors pour celles qui ont le SOPK et qui est un peu plus virulent que le mien, je précise par contre que les tests d'ovulation ça marche hyper bien si vous avez une version un peu sympa comme moi. Par contre si vraiment vous avez un SOPK qui est très fort on va dire et qui a vraiment des symptômes très très présents, il est possible que les tests d'ovulation ne fonctionnent pas puisqu'en fait certaines femmes qui sont atteintes du SOPK peuvent présenter déjà de base un taux élevé de la fameuse hormone LH qui est détectée par les tests d'ovulation et du coup c'est possible qu'en fait le test d'ovulation soit toujours positif ou bien que justement il ne capte pas quel est le moment où il y a une différence parce que le taux est déjà trop élevé de base. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser des tests d'ovulation, au moins pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne votre cycle. Et si vous voyez par contre que le test est toujours positif ou bien que justement il n'y a jamais de test positif, là par contre ça veut dire que probablement vous avez vraiment un SOPK qui est tellement présent que les tests d'ovulation ne pourront pas fonctionner pour vous. Mais moi, c'est ce que j'ai fait pour mes deuxième et troisième bébés, du coup, puisqu'on en arrive à ma troisième grossesse. Et pareil, quand on a décidé de faire le troisième bébé, je me suis servi des tests d'ovulation dès le premier cycle d'essai pour essayer de gagner du temps, parce qu'une fois de plus, on était pressés. Voilà, je pense que tous les couples, de toute façon, qui décident de concevoir un bébé sont plutôt pressés. On n'a jamais envie que ça dure 1 an, évidemment. Et alors là, je suis tombée enceinte directement au deuxième cycle. C'est-à-dire que j'ai arrêté la pilule en novembre. En décembre, j'ai eu une fois mes règles naturellement. Et en janvier, je suis tombée enceinte. Et voilà en fait, c'est toute l'histoire, je vais pas chercher midi à 14h, c'est comme ça que j'ai réussi à tomber enceinte, finalement assez facilement les 3 fois et surtout naturellement puisque j'ai jamais eu de traitement pour la fertilité. Mis à part le Dufaston pour mon deuxième qui m'a permis de raccourcir mon cycle et qui finalement n'a pas été très utile puisque j'ai pas eu besoin de prendre ça pendant des mois, je suis tombée enceinte quand même assez facilement à partir du moment où j'ai compris comment fonctionnaient mes cycles et le problème de l'irrégularité des cycles a vite été résolu justement avec ces très sains tests d'ovulation. Pour celles qui se posent la question, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais les tests d'ovulation c'est juste des petites bandelettes sur lesquelles vous allez faire pipi une fois dans la journée et qui va changer de couleur en fonction justement de si vous êtes en train d'ovuler ou pas et ça coûte vraiment 3 fois rien, vous pouvez acheter ça sur internet, c'est vraiment pas très cher, ça n'a rien à voir avec le tarif d'un test de grossesse par exemple. Par contre c'est quand même hyper fiable donc c'est vraiment un outil que je vous conseille d'utiliser ou au moins d'essayer pendant un certain temps. Je précise aussi qu'il y a un médicament que je n'ai jamais pris mais qui, je sais, aurait pu m'être prescrit si je n'avais pas réussi à concevoir. C'est le médicament qui s'appelle Clomid. Donc ça, c'est vraiment si vous n'ovulez pas. C'est-à-dire que parfois, vous allez faire des tests d'ovulation justement qui vont toujours être négatifs. Et après des examens chez votre gynéco, peut-être qu'il va se rendre compte que justement, le problème, c'est que vous n'ovulez pas. C'est-à-dire que l'ovule n'est jamais éjecté de votre ovaire. Et en fait, ce médicament, donc Clomid, c'est un médicament qui va forcer l'ovulation et qui apparemment serait très très efficace puisque beaucoup de femmes qui sont touchées par le SOPK et qui en ont un tellement méchant qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte, même avec les méthodes dont je viens de vous parler, en prenant ça, généralement, elles arrivent à tomber enceinte. Alors attention toutefois, le petit effet secondaire qui n'est pas si petit que ça, c'est qu'il y a un fort risque de grossesse multiple avec ce médicament puisque ça va faire sortir potentiellement plusieurs ovules en même temps. Donc si jamais il y a fécondation, vous pouvez tomber enceinte de faux jumeaux assez rapidement. Et là, c'est quand même un paramètre qu'il faut prendre en compte puisqu'une grossesse multiple, déjà, c'est pas quelque chose que toutes les femmes souhaitent parce qu'il faut quand même assurer quand on a des jumeaux, des triplés ou je ne sais quoi. Et qu'une grossesse multiple, c'est aussi une grossesse qui est beaucoup plus à risque qu'une grossesse normale. Voilà, vous aurez compris que dans mon cas, finalement, la solution miracle, ça a toujours été les tests d'ovulation pour comprendre à quel moment de mon cycle j'étais en train d'ovuler. Et surtout, je vous conseille absolument de trouver un bon gynéco puisque comme je vous le répète à des millions de reprises, j'ai l'impression, il ne faut jamais dénigrer le côté médical. Et si vous avez un doute sur votre fertilité, si vous pensez que vous avez peut-être le SOPK, etc., c'est vraiment important de vous rapprocher d'un bon gynéco qui soit bien compréhensif, qui soit pas condescendant, avec qui vous soyez à l'aise, évidemment, tout ça c'est très important.
mais surtout qu'ils puissent vous prendre en charge, vous faire des échographies, vous faire des bilans sanguins et puis vous suivre pendant quelques mois, quelques cycles pour essayer de comprendre justement ce qui se passe dans votre corps et vous accompagner au mieux pour que si vous avez envie d'avoir un bébé, vous puissiez y arriver le plus naturellement possible. Alors je reviens juste à l'introduction de ce podcast puisque comme je vous le disais au départ, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable ces derniers mois. Je vais vous lancer l'info comme ça, j'ai moi-même encore du mal à y croire mais pourtant c'est bien la réalité et j'en ai eu la preuve à plusieurs reprises. Sachez que je suis guérie aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est en novembre 2019 et j'ai appris il y a quelques semaines à peine que je n'ai plus le syndrome des ovaires polykystiques. Alors vraiment j'ai très envie de vous en parler, pour moi c'est une révolution totale, c'est une libération aussi absolue et j'ai vraiment besoin de rentrer dans les détails, donc dans un autre podcast puisque là pour le coup ce sera pas pour parler de la conception d'un enfant quand on a le SOPK mais pour vous expliquer comment j'ai réussi naturellement, on revient encore à ça, à me débarrasser de mon syndrome des ovaires polykystiques parce que je vais vous dire, je pensais encore il y a 6 mois que c'était absolument impossible et j'ai vraiment trop hâte de vous en parler. Donc restez connectés, le prochain podcast, promis, je vous parle de ça. Voilà, comme d'habitude, la discussion continue dans les commentaires, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions et puis pour récolter celles que vous pourriez avoir potentiellement à propos de ma guérison du SOPK puisque j'ai pas encore enregistré ce podcast. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser tout de suite. Moi j'ai vraiment hâte de vous en reparler. J'ai hâte aussi de savoir si vous avez réussi à concevoir des bébés malgré ça. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à le partager en commentaire parce qu'il y a beaucoup de femmes à qui on fait perdre espoir alors que finalement c'est loin d'être impossible d'avoir des bébés même quand on est touché par ce syndrome. Donc rendez-vous tout de suite dans les commentaires et en attendant le prochain podcast, je vous envoie tout plein de bisous. Bye bye. Ce podcast t'a plu ? N'hésite pas à le liker et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les suivants.